Merci pour un contrat qui ressemblait à une prison sans issue. Elle a épousé le millionnaire, en croyant que ce ne serait qu'une formalité. Mais la lune de miel était inscrite dans les clauses les plus secrètes. Et au lit, elle découvrit que le destin avait d'autres projets pour elle. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Sophie Durand n'avait jamais imaginé que sa vie changerait complètement en cet après-midi d'avril. Alors qu'elle organisait les travaux de ses élèves dans la petite salle de classe de l'école municipale Victor Hugo, dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, cette professeure de 32 ans contemplait le résultat du projet Rêve qui transforme, une initiative qu'elle avait créée pour donner une voix aux enfants de la périphérie. Avec peu de ressources mais beaucoup de cœur, Sophie avait construit un espace où garçons et filles croyaient qu'il était possible de rêver, même quand leur environnement disait le contraire. « Madame, vous allez devenir célèbre !» s'exclama Pierre, l'un de ses élèves les plus enthousiastes, en montrant l'article dans le journal local qui mettait en avant le travail de l'éducatrice. Sophie sourit avec simplicité. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, elle croyait simplement au potentiel transformateur de l'éducation. Diplômée en pédagogie de l'Université Lyon 3, avec une spécialisation en éducation populaire, elle avait refusé des propositions d'écoles privées pour se consacrer à l'enseignement public, où elle croyait pouvoir faire une réelle différence. Ce même après-midi, alors que les élèves quittèrent l'école, une limousine noire se gara devant le portail usé de l'établissement, attirant l'attention de tous. Du véhicule descendit une dame élégante, aux cheveux argentés et à la posture altière, accompagnée de 2 gardes du corps discrets. Il s'agissait de Madame Isabelle Vaillant, la matriarche de la famille Vaillant, propriétaire du groupe Vaillant, l'un des plus grands conglomérats d'entreprises du pays, avec des activités allant de la construction à la technologie. « Vous êtes Sophie Durand ?» demanda Madame Vaillant d'une voix ferme mais aimable. « Oui, c'est moi », répondit Sophie, intriguée par la présence de cette figure imposante dans son environnement de travail. « J'ai lu à propos de votre projet. J'aimerais discuter. Avez-vous quelques minutes ?» Cette rencontre, apparemment fortuite, marquerait le début d'une relation qui changerait la trajectoire des 2 femmes. Madame Vaillant, à 83 ans, avait été diagnostiquée avec une maladie cardiaque progressive et cherchait quelqu'un qui pourrait offrir plus que des soins médicaux, quelqu'un qui apporterait de la vie à ses jours. Dans le regard déterminé de Sophie, la matriarche avait vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de l'authenticité. Après quelques conversations, Madame Vaillant fit une proposition surprenante. Elle voulait que Sophie devienne sa dame de compagnie personnelle, avec un salaire équivalent à 5 fois ce que la professeure gagnait à l'école. Au début, Sophie hésita. Son engagement était envers l'éducation publique. Cependant, Madame Vaillant suggéra une solution. Sophie pourrait continuer son projet éducatif les après-midi, tandis que le matin et en début de soirée, elle serait au manoir des Vaillants, dans le quartier de Neuilly-sur-Seine. « Ne vous inquiétez pas, ma fille. Je n'achète pas votre temps, j'investis dans votre talent », affirma la matriarche avec un sourire énigmatique que Sophie ne comprendrait que bien plus tard. En acceptant la proposition, Sophie pénétra dans un univers qu'elle ne connaissait que par les journaux. Le manoir Vaillant était un palais de style néoclassique, avec des jardins luxuriants dessinés par des paysagistes renommés, des œuvres d'art signées par des maîtres français comme Matisse et Cézanne, et une équipe d'employés qui se déplaçait avec la précision d'une horloge suisse. Les premiers jours, elle se sentit déplacée. Les regards des employés les plus anciens portaient la méfiance naturelle envers celui qui vient de l'extérieur. « Ne vous laissez pas intimider », conseilla Josette, la gouvernante qui servait la famille depuis 4 décennies. Madame Isabelle a bon œil pour les gens. Si elle vous a choisi, c'est qu'elle a vu quelque chose de spécial. Au fil des semaines, la relation entre Sophie et Madame Vaillant dépassa la formalité. Elles marchaient ensemble dans les jardins, tandis que la matriarche partageait des histoires de la construction de l'empire familial, commencé par son mari, Auguste Vaillant, avec une petite entreprise de construction dans la région lyonnaise. Madame Vaillant n'était cependant pas seulement l'épouse de l'entrepreneur. Elle avait été la stratège silencieuse derrière de nombreuses décisions qui avaient propulsé le groupe. Les hommes pensent qu'ils dirigent seuls, mais ils
Il y a toujours une femme qui indique le nord quand ils se perdent, confia-t-elle un jour, avec une lueur de sagacité dans ses yeux bleus que l'âge n'avait pas réussi à effacer. Peu à peu, Sophie comprit qu'il y avait quelque chose de plus que les soins de santé dans cette relation. Madame Vaillant cherchait une confidente, quelqu'un qui verrait la personne derrière le nom et la fortune. Pendant les soirées, la matriarche demandait à Sophie de lui faire la lecture, pas seulement des livres de littérature, mais aussi des rapports d'entreprise et des nouvelles économiques sur lesquels elles avaient de longues conversations. « L'argent n'est qu'un instrument, Sophie. Ce que nous en faisons est ce qui définit notre héritage, » disait-elle fréquemment. Lors d'un après-midi particulièrement significatif, après que Sophie soit revenue de son projet à l'école, Madame Vaillant demanda à connaître le travail éducatif de la jeune femme. Même contre l'avis médical, la matriarche tint à visiter l'école Victor Hugo. Vêtue avec une simplicité inhabituelle pour ses standards, elle observa attentivement les enfants présenter leurs rêves et projets. À la fin, les yeux embués, elle fit un don substantiel au projet, garantissant qu'aucun enfant ne manquerait de matériel ou de sorties culturelles. Cependant, ce qui attira le plus l'attention de Madame Vaillant fut l'absence de son petit-fils, Thomas Vaillant, PDG du groupe Vaillant, à l'inauguration de la nouvelle salle informatique de l'école financée par la fondation de la famille. Même en ayant confirmé sa présence, il envoya son assistante avec une excuse concernant une réunion d'urgence. « Mon petit-fils connaît le prix de tout, mais la valeur de rien », se lamenta Madame Vaillant sur le chemin du retour au manoir. Il a grandi entouré de privilèges, mais vide d'affection. Thomas Vaillant, 38 ans, était connu dans le milieu des affaires comme le calculateur. Diplômé en administration à HEC, avec un MBA de l'INSEAD, il avait pris la direction du groupe Vaillant, après que son père eut pris la présidence du conseil. Sous sa gestion, l'entreprise avait doublé de valeur, mais avait également acquis une réputation pour des restructurations, qui se traduisaient par des licenciements massifs et des négociations implacables avec les fournisseurs. Les journaux louèrent ses résultats financiers, tandis que les syndicats le dépeignaient comme le symbole de la froideur d'entreprise. Il n'a pas toujours été ainsi, confia Madame Vaillant un soir, après une crise de santé qui l'avait laissé plus fragile. Thomas était un garçon sensible qui aimait la musique et dessinait des oiseaux, mais mon fils et ma belle-fille l'ont façonné pour être un successeur, pas un être humain complet. Sophie écoutait attentivement, tout en ajustant l'oreiller de la matriarche. Elle connaissait Thomas uniquement par les rares visites qu'il rendait à sa grand-mère. Toujours pressé, toujours avec le téléphone en main, toujours avec un regard distant qui semblait calculer combien de temps il devrait consacrer à cette obligation familiale. « Il a besoin d'apprendre à aimer, Sophie », dit Madame Vaillant tenant la main de la jeune femme avec une force surprenante pour sa fragilité physique. « Et vous êtes la seule personne qui puisse le lui enseigner. » Confuse face à cette déclaration, Sophie pensa qu'il s'agissait simplement du délire d'une dame âgée. Dans les mois qui suivirent, cependant, Madame Vaillant sollicitait fréquemment la présence de son petit-fils quand Sophie était dans les parages, créant des situations pour qu'ils interagissent. Thomas, toujours formel, traitait Sophie avec une politesse distante, clairement gêné par la proximité entre sa grand-mère et la professeure engagée, comme il l'appelait. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir, c'est que Madame Vaillant traçait, en coulisses, un plan qui défierait toutes les conventions et ébranlerait les structures de l'Empire Vaillant. Un plan qui ne serait révélé que lorsqu'elle ne serait plus parmi eux, mais dont les conséquences changeraient à jamais le destin de Sophie et Thomas. L'automne avait déjà teinté les feuilles des arbres dans les jardins du manoir Vaillant lorsque Madame Isabelle quitta ce monde durant une nuit sereine de mai. La matriarche s'endormit avec un sourire aux lèvres, après avoir demandé à Sophie de lui lire un poème de Jacques Prévert. À ses côtés, outre l'éducatrice, il n'y avait que Josette, la gouvernante. Thomas arriva 2 heures plus tard, le visage grave et le téléphone encore en main, comme si le départ de sa grand-mère n'était qu'un rendez-vous de plus dans son agenda chargé. « Vous étiez avec elle » demanda-t-il à Sophie, qui acquiesça en silence, les yeux encore rouges. Pendant un instant fugace, quelque chose ressemblant à de la gratitude passa sur le visage de l'homme d'affaires, rapidement remplacé par l'expression contrôlée, habituelle. Les funérailles de Madame Vaillant réunirent politiciens, hommes d'affaires et célébrités dans une cérémonie qui ressemblait davantage à un événement social qu'à des adieux.
Sophie observait, du coin de la salle, l'hypocrisie, deux personnes qui connaissaient à peine la matriarche, se disputant une place pour être photographiées près du cercueil. Seul un petit groupe, des employés anciens du manoir, quelques enfants du projet éducatif et peu d'amis intimes, semblaient sincèrement ressentir l'absence de cette femme extraordinaire. 3 jours après l'enterrement, Dr Chastain, avocat personnel de Madame Vaillant depuis plus de 40 ans, convoqua une réunion dans la bibliothèque du manoir pour la lecture du testament. Étaient présents Thomas, ses parents, Albert et Éléonore Vaillant, le cousin de Thomas, Philippe Vaillant, directeur financier du groupe, 2 membres du conseil et, à la surprise de tous, Sophie. La présence de Mademoiselle Durand a été une demande spécifique de Madame Vaillant, expliqua Dr Chastain, ajustant ses lunettes de lecture avant d'ouvrir le document scellé. Le début du testament suivit ce qui était attendu. Distribution de biens personnels entre amis et employés de longue date, dons à des institutions caritatives, spécifications sur l'avenir de la fondation qui portait son nom. Josette reçut une petite maison dans la campagne lyonnaise et une pension viagère. D'autres employés anciens furent également récompensés. Quand tout semblait devoir se dérouler normalement, Dr Chastain s'éclaircit la gorge et réajusta ses lunettes, comme s'il se préparait à annoncer quelque chose de délicat. Quant aux actions du groupe Vaillant sous ma propriété, qui représentent 40% du total, lut l'avocat, elles resteront dans un fonds administratif temporaire pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois, après quoi elles seront intégralement transférées à mon petit-fils Thomas-Auguste Vaillant sous une condition non négociable. Un silence tendu s'installa dans la salle. Thomas, qui jusqu'alors maintenait une posture détendue, se redressa sur sa chaise. La condition est que Thomas-Auguste Vaillant épouse Sophie Durand dans un délai maximum de 30 jours après la lecture de ce testament et maintienne ce mariage pendant au minimum une période égale de 6 mois, durant lesquels tous deux devront résider sous le même toit. Le choc fut instantané. Éléonore Vaillant laissa échapper un cri étouffé. Albert s'étouffa avec le whisky qu'il buvait. Philippe, le cousin, ne put dissimuler un sourire de satisfaction. Et Thomas, pour la première fois depuis des années, perdit complètement sa contenance. « C'est absurde. Il doit y avoir une erreur, » vociféra-t-il en se levant. « Ma grand-mère ne me ferait pas ça. » Sophie, aussi abasourdie que tous, resta immobile, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Elle sentait les regards, tantôt accusateurs, tantôt curieux, posés sur elle. « Si la condition n'est pas remplie, » continua Dr Chastain, imperturbable, les actions seront divisées à parts égales entre la Fondation Isabelle Vaillant et un fonds pour l'éducation publique, sans aucune ingérence future de la famille Vaillant. C'est de la manipulation posthume. Je vais contester juridiquement, menaça Thomas, le visage rouge de colère. Dr Chastain retira ses lunettes avec un calme étudié. Bien sûr que vous le pouvez, monsieur Thomas, mais je dois vous informer que votre grand-mère a anticipé cette réaction. Le testament a été rédigé avec toutes les exigences légales, y compris une évaluation psychologique attestant de sa pleine capacité mentale. De plus, elle a laissé des vidéos expliquant sa décision, qui seront présentées au juge si le document est contesté. La bataille juridique pourrait durer des années, pendant lesquelles les actions resteraient bloquées et le contrôle effectif de l'entreprise entre les mains du Conseil, qui, comme nous le savons, compte des membres, assez alignés avec votre cousin Philippe. La mention de Philippe fit Thomas regarder son cousin qui affichait maintenant une expression neutre, bien que ses yeux révèlent du calcul. La relation entre les deux n'avait jamais été amicale. Philippe, fils du frère d'Albert, avait toujours cru qu'il aurait dû être choisi pour diriger le groupe, pas Thomas. « Je vais me retirer », annonça Sophie, trouvant enfin sa voix. « Je ne savais rien de tout cela et je n'ai pas l'intention de participer à cet arrangement. » « Mademoiselle Durand, » interrompit Dr Chastain, « Madame Vaillant a également prévu votre réaction. Il y a une lettre adressée spécifiquement à vous. J'aimerais que vous la lisiez avant de prendre une décision. » Il remit à Sophie une enveloppe scellée avec le blason de la famille Vaillant. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite avec la calligraphie élégante de la matriarche. « Chère Sophie, » commençait la lettre, « quand vous lirez ces mots, j'aurai déjà quitté ce monde. Je sais que ma demande semblera folle, peut-être même cruelle,
Mais croyez-moi quand je dis que ce n'est pas par caprice que je vous demande cela. Thomas est en train de se noyer dans un océan de froideur qu'il a lui-même créé. Vous possédez ce dont il a le plus besoin d'apprendre, la compassion. Je sais que vous ne l'aimez pas maintenant, peut-être ne l'aimerez-vous jamais, mais donnez-lui et à vous-même cette chance. Je ne vous demande pas de sacrifier votre vie seulement 6 mois. En échange, je garantis que votre projet éducatif recevra un financement perpétuel, indépendamment de votre décision après cette période. Le choix, cependant, vous appartient entièrement. Avec un amour éternel, Isabelle. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Sophie, tandis qu'elle pliait la lettre. Elle regarda Thomas qui la fixait avec un mélange de colère et de méfiance. « Vous avez tout planifié, n'est-ce pas ?» l'accusa-t-il en s'approchant. « Vous avez manipulé ma grand-mère quand elle était vulnérable. Je n'ai jamais rien demandé à votre grand-mère si ce n'est du respect pour mon travail, » répondit Sophie, soutenant son regard. « Et je n'ai aucun intérêt pour votre argent ou votre entreprise. Je vais refuser. »« Je dois vous informer, » intervint Dr Chastain, « que vous devez tous deux accepter pour que la clause soit valide. Si vous refusez, mademoiselle, les conséquences pour le groupe Vaillant seront les mêmes que si M. Thomas refusait. » L'ambiance dans la bibliothèque devint encore plus tendue. Albert Vaillant, jusqu'alors silencieux, s'approcha de son fils. « Nous devons parler en privé, » dit-il, conduisant Thomas hors de la pièce. Philippe les suivit, ainsi qu'Éléonore et les membres du conseil, laissant Sophie seule avec l'avocat. « Pourquoi a-t-elle fait cela ?» demanda Sophie, se sentant trahie par la femme qu'elle considérait presque comme une seconde mère. « Madame Vaillant était une stratège brillante, » répondit l'avocat. « Elle ne prenait jamais de décision sans considérer toutes les variables. Si elle a fait cela, elle avait des raisons qui vont au-delà de ce qui est écrit dans cette lettre. » Dans les jours qui suivirent, le manoir Vaillant devint un champ de mines. Sophie retourna dans sa petite maison du quartier Saint-Germain, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Le 3e jour après la lecture du testament, elle reçut la visite de Thomas, accompagné de 2 gardes du corps qui restèrent dans la voiture. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, semblant mal à l'aise sur la véranda simple de la maison de Sophie. Elle le conduisit dans le salon modeste, décoré avec des livres, des plantes et quelques photos de ses élèves. Elle offrit du café qu'il refusa d'un geste. Pendant quelques instants, Thomas examina l'environnement comme s'il essayait de trouver un signe d'extravagance qui confirmerait ses soupçons sur le caractère de Sophie. « Allons droit au but, » dit-il finalement. « Je ne sais pas ce que vous avez dit ou fait pour convaincre ma grand-mère, mais nous sommes dans une situation compliquée. Le Conseil profite de cette condition absurde pour remettre en question mon leadership. Philippe est déjà en train d'obtenir du soutien pour assumer le contrôle temporaire. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? J'ai déjà dit que je ne participerai pas à ce plan. Vous ne comprenez pas les implications, continua Thomas. Si je perds le contrôle, 5000 emplois seront en danger. Philippe n'hésitera pas à faire des coupes drastiques pour maximiser les profits à court terme. Sa première mesure sera d'annuler tous les projets sociaux de l'entreprise, y compris le financement pour les écoles publiques. Sophie sentit le poids de cette information. Elle connaissait l'impact des programmes éducatifs du groupe Vaillant dans des dizaines d'écoles de la région. « Je propose un accord », continua Thomas, lui remettant un dossier. « Un contrat de mariage avec des clauses claires. Nous nous marions, remplissons la période stipulée et ensuite nous suivons nos chemins. Vous recevrez une compensation financière généreuse et des garanties que le projet éducatif que vous coordonnez aura un financement permanent. » Sophie ouvrit le dossier. Le contrat était minutieux, avec des clauses allant de la division des espaces dans le manoir jusqu'à l'obligation d'apparition publique en tant que couple. L'une d'elles spécifiait qu'il devrait passer 1 semaine à Belle-Île-en-Mer, où la famille possédait une propriété. « Êtes-vous vraiment disposé à vivre cette farce ?» demanda Sophie, encore incrédule. « Pour 6 mois? Pour garantir le contrôle de l'entreprise que ma famille l'a construite au fil des générations? Oui, je le suis. » Il y avait quelque chose dans la froideur calculée de Thomas qui provoquait chez Sophie un mélange de répulsion et de curiosité. C'était comme si derrière cette façade impeccable d'homme d'affaires existait une personne emprisonnée, exactement comme Madame Vaillant l'avait suggéré. « Je vais y réfléchir, » répondit-elle finalement. « Nous n'avons pas de temps. J'ai besoin d'une réponse d'ici demain. »
Après le départ de Thomas, Sophie passa la nuit éveillée, relisant la lettre de Madame Vaillant et analysant le contrat. Le matin suivant, elle prit une décision qui changerait à jamais le cours de sa vie. Elle accepterait l'accord, non pour l'argent ou les garanties financières, mais parce que quelque part en elle, elle sentait qu'elle devait cela à la femme qui avait cru en elle. 2 semaines plus tard, lors d'une cérémonie discrète à la mairie, Sophie Durand devint officiellement Sophie Durand-Vaillant. La seule invitée fut Josette, qui servit de témoin avec Dr Chastain. En sortant de la mairie, ils furent accueillis par une petite foule de photographes et de journalistes. « Comment vous êtes-vous rencontrés » cria un reporter. « Est-il vrai que vous étiez employé de la famille » questionna un autre. Thomas, habitué au projecteur, tint Sophie par la taille avec une intimité répétée et sourit aux caméras. « Ma grand-mère a toujours eu le don de voir ce que les autres ne voient pas. Elle a reconnu en Sophie la femme parfaite pour moi, avant même que je ne m'en rende compte. » Tandis que Thomas conduisait Sophie jusqu'à la voiture, protégée par les gardes du corps, il lui murmura entre les dents, gardant le sourire, « Souvenez-vous, nous sommes maintenant le couple parfait, jusqu'à la fin de cet accord. » Ce soir-là, en s'installant dans des ailes séparées du manoir Vaillant, conformément au contrat, Sophie contempla le portrait de Madame Vaillant dans le couloir. « Que vouliez-vous vraiment avec tout cela » demanda-t-elle à voix basse. Sans qu'elle le sache, de l'autre côté du manoir, Thomas posait exactement la même question en observant la lune croissante par la fenêtre de sa chambre. Les premiers jours du mariage d'apparence se déroulèrent dans une danse soigneusement chorégraphiée. Thomas et Sophie maintenèrent la façade de couple amoureux en public, tandis que dans l'intimité du manoir, ils se croisaient à peine dans les couloirs. Quand ils se rencontraient inévitablement pendant les repas, ils n'échangeaient que les mots nécessaires, comme des acteurs qui oublient leurs répliques dès que les rideaux se ferment. Lors des dîners d'affaires et des événements corporatifs, Thomas présentait Sophie comme « mon épouse », mot qui ne cessait jamais de sonner étrangement sur ses lèvres. Elle, pour sa part, représentait avec dignité le rôle de première dame de l'Empire Vaillant, portant les robes élégantes qui apparaissaient mystérieusement dans son dressing. Courtoisie d'Éléonore qui, malgré sa contrariété initiale, avait décidé que si la farce était inévitable, elle serait au moins exécutée avec classe. Dans la 3e semaine de cohabitation, pendant un petit déjeuner silencieux, Thomas annonça sans embâge « Nous partirons, pour Belle-Île-en-Mer, demain. Le contrat stipule 1 semaine là-bas, et je dois accomplir cela avant la réunion du conseil le mois prochain. Je pensais que nous irions en juillet, répondit Sophie, surprise par le changement de plan. Il y a eu une fuite dans la presse. Quelqu'un a mentionné le testament de ma grand-mère. Nous devons renforcer l'image de couple heureux immédiatement. 7. Nuit-là, en préparant une petite valise, Sophie trouva sur son lit une enveloppe contenant des billets d'avion et une note manuscrite. Apportez des vêtements simples. TV. L'avion privé de la famille Vaillant atterrit à l'aéroport de Lorient le lendemain matin. De là, un hélicoptère les conduisit jusqu'à Belle-Île-en-Mer, réduisant significativement le temps de voyage. Sophie, qui n'avait jamais volé, dans un avion privé, encore moins dans un hélicoptère, maintint un visage serein, bien que son estomac se retournât à chaque turbulence. « Première fois ?» demanda Thomas, remarquant les articulations blanches de Sophie qui tenait fermement la ceinture de sécurité. « Est-ce si évident ?» répondit-elle, essayant de sourire. Pendant un instant, quelque chose ressemblant à de l'empathie traversa le regard de Thomas. « Ma première fois dans un hélicoptère, j'avais 7 ans. J'ai tellement pleuré que mon père a menacé de me laisser sur l'île si je ne m'arrêtais pas. » La confession inattendue, la première information personnelle que Thomas partageait volontairement, prit Sophie par surprise. Avant qu'elle puisse répondre, le pilote annonça qu'ils approchaient de leur destination. Contrairement à ce que Sophie imaginait, ils n'atterrirent pas près d'un manoir au bord de la mer, mais sur un héliport simple, entouré par la végétation native bretonne. Un 4x4 les attendait, conduit par un homme d'âge moyen à la peau tannée par le soleil. « Bienvenue, monsieur Thomas », salua le chauffeur. « Madame Marie est impatiente de votre arrivée. Cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu ici. »« Merci. Sébastien, voici mon épouse, Sophie. Enchantée, Madame Sophie, l'île vous attendait. » Tandis que le véhicule avançait sur un chemin de terre entre la végétation luxuriante, Sophie observait le changement
dans le comportement de Thomas. Sa posture rigide semblait s'être légèrement détendue, et ses yeux parcouraient le paysage avec quelque chose proche de la nostalgie. « Vous attendiez-vous à un resort de luxe ?» demanda-t-il, remarquant le regard curieux de Sophie. « Je l'avoue, votre famille n'a-t-elle pas une maison de plage ici ?»« Si, mes parents ont un manoir de l'autre côté de l'île, avec vue sur le port, mais ce n'est pas là que nous allons. » Après 20 minutes de trajet, ils arrivèrent dans une clairière où s'élevait un complexe de bâtiments de style rustique, parfaitement intégré à la nature. Au centre, une maison principale en bois et pierre, avec de larges vérandas. Autour, de petits chalets et quelques installations plus grandes qui semblaient être des salles de classe ou des ateliers. « Bienvenue au refuge Isabelle », annonça Thomas, « le projet secret de ma grand-mère. » Une femme noire aux cheveux grisonnants, vêtue avec simplicité, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Enfin, vous avez amené votre épouse pour connaître notre petit coin de paradis, Thomas. Madame Isabelle serait si heureuse. » « Madame Marie est l'administratrice du refuge, » expliqua Thomas. « Elle travaille avec ma grand-mère depuis que cet endroit n'était qu'un terrain abandonné. Venez, venez, le déjeuner est presque prêt et les enfants sont impatients de rencontrer la professeure qui a conquis le cœur de notre Thomas. »« Les enfants ?» demanda Sophie, confuse. Tandis qu'ils marchaient vers la maison principale, Thomas expliqua « Le refuge Isabelle était un centre d'accueil et d'éducation pour enfants et adolescents en situation de vulnérabilité, beaucoup d'entre eux orphelins ou victimes d'abandon. Il fonctionnait également comme école technique, offrant des cours d'écotourisme, d'agriculture durable et d'artisanat. Tout financé discrètement par Madame Vaillant, sans aucun lien officiel avec le groupe Vaillant. Ma grand-mère a créé cet endroit il y a 15 ans. Elle y venait chaque fois qu'elle le pouvait, loin des projecteurs. C'était son refuge, et aussi le mien, quand j'étais enfant. Le déjeuner fut servi sur la véranda de la maison principale, avec vue sur la mer qui brillait au loin, entre les cimes des arbres. La table simple mais abondante réunissait des plats faits avec des ingrédients cultivés dans le potager même du refuge. Peu à peu, enfants et adolescents s'approchèrent, d'abord timides, puis de plus en plus à l'aise, surtout avec Sophie, qui démontrait un intérêt sincère pour leurs histoires. « Thomas a dit que vous êtes professeur », commenta un garçon d'environ 12 ans. « Vous allez donner des cours à nous aussi ?»« Eh bien, bien sûr qu'elle va, Romain, » intervint Thomas, surprenant Sophie. « Mon épouse est spécialiste en projets éducatifs créatifs. Je suis sûr qu'elle aura beaucoup à partager durant notre séjour. » Le regard que Sophie lança à Thomas fut un mélange de confusion et de défi. Il répondit par un léger haussement d'épaule, comme pour dire « Nous improvisons, non ?» Après le déjeuner, Madame Marie les conduisit à un chalet isolé, avec une vue privilégiée sur une petite crique. C'était le chalet de Madame Isabelle. Elle a laissé des instructions spécifiques pour que vous y séjourniez. L'intérieur était confortable et sans prétention. Un salon avec des canapés confortables, une cuisine américaine, une chambre avec un lit double et une salle de bain avec une baignoire ancienne sur pied en forme de griffe. Sur les murs, des photographies en noir et blanc retraçaient l'évolution du refuge au fil des ans. Dans plusieurs d'entre elles apparaissait un Thomas adolescent, souriant, aidant à la construction des installations ou jouant avec les enfants. « Vous sembliez heureux », commenta Sophie, observant une photo en particulier où Thomas, âgé d'environ 16 ans, enseignait à un garçon à pêcher. « C'était une autre époque », répondit-il sèchement, détournant le regard. « Je vais prendre une douche. Vous pouvez choisir quel côté du lit vous préférez. »« Comment ça ?» Je pensais. « Que... Il n'y a qu'un seul lit, Sophie, et les murs ici sont fins. Si nous voulons que notre farce soit convaincante, nous devons partager la chambre. » Sans attendre de réponse, Thomas prit sa valise et se dirigea vers la salle de bain. Sophie resta immobile au milieu du salon, se sentant soudainement vulnérable. La proximité physique n'était pas prévue dans ses considérations sur ce mariage de convenance. Les jours suivants établirent une routine inattendue. Le matin, Sophie aidait aux cours de français et d'art pour les enfants, tandis que Thomas, contre toute attente, s'impliquait dans des travaux pratiques autour du refuge, réparant des toits, aidant au potager, pêchant avec les adolescents. L'après-midi, ils se séparaient généralement. Sophie continuait avec des activités éducatives, tandis que Thomas se retirait pour passer quelques appels professionnels,
bien que la connexion Internet sur l'île soit précaire. Le troisième jour, pendant une forte pluie qui annula les activités extérieures, Sophie trouva Thomas dans le salon du chalet, contemplant la mer agitée par la fenêtre, une tasse de café à la main. « Je n'aurais jamais imaginé que cet endroit existait », commenta-t-elle, brisant le silence. « Pourquoi ?»« Le garder secret. » Thomas continua à regarder l'horizon tout en répondant. « Mon père considère les projets sociaux comme de la charité inefficace. Il a permis la fondation Vaillant uniquement pour des questions d'image corporative, mais avec un budget contrôlé et axé sur des initiatives qui génèrent un retour médiatique. Ceci, il fit un geste englobant le refuge, serait considéré comme un gaspillage d'argent. Et vous, qu'en pensez-vous ? La question resta en suspens pendant quelques instants, comme si Thomas considérait réellement sa réponse, au lieu d'offrir une réaction automatique. Quand j'étais adolescent, c'était le seul endroit où je me sentais réel. Ma grand-mère m'amenait ici pendant les vacances scolaires sans que mes parents le sachent. Elle disait qu'elle avait besoin de mon aide, mais maintenant je comprends qu'elle voulait me montrer une réalité différente. Et ça a marché ? Thomas se tourna finalement pour la regarder. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, son regard semblait désarmé. Pendant un temps. Puis sont venus HEC, l'ANSEAD, la pression pour prendre les rênes de l'entreprise. Il est facile d'oublier certaines choses quand on est entouré de personnes qui ne se soucient que des résultats financiers. Ce soir-là, pendant le dîner communautaire au réfectoire, l'une des adolescentes, Julie, s'approcha timidement de la table où Thomas et Sophie étaient assis. « Monsieur Thomas, vous m'aviez promis il y a 3 ans que vous m'aideriez avec ma rédaction pour l'université quand je serais en terminale. Vous vous souvenez ?» L'étonnement sur le visage de Thomas était visible. « Tu es déjà en terminale, Julie, mais tu n'étais qu'une petite fille. » « J'ai 17 ans maintenant, monsieur, et je veux toujours étudier l'ingénierie environnementale, comme nous en avions discuté lors de cette partie de pêche. » Quelque chose se brisa dans la façade de Thomas. Pendant un moment, il sembla véritablement ébranlé par le passage du temps, par la promesse oubliée, par la vie qui avait continué dans ce refuge tandis qu'il s'enfonçait dans le monde des entreprises. « Bien sûr, Julie, nous y travaillerons demain. Apporte tes textes et nous verrons ensemble. » Plus tard, retournant au chalet sous un ciel étoilé, marchant côte à côte en silence, Sophie sentit les doigts de Thomas effleurer légèrement les siens. Ce n'était pas un geste calculé pour maintenir les apparences. Il n'y avait personne aux alentours. C'était juste un toucher hésitant, presque involontaire, comme s'il réapprenait le langage du contact humain. Le 5e jour, un incident changea la dynamique entre eux. Pendant une randonnée avec les enfants jusqu'à une cascade proche, le petit Mathieu, 7 ans, glissa sur une pierre humide et tomba dans une partie plus profonde de la rivière. Avant que quiconque puisse réagir, Thomas avait déjà plongé, atteignant le garçon et le ramenant sur la berge. Mathieu allait bien, juste effrayé, mais ce qui impressionna Sophie fut la réaction instinctive de Thomas, non pas celle d'un exécutif calculateur, mais celle de quelqu'un qui n'hésite pas à se jeter au risque pour protéger un enfant. Ce soir-là, tandis que Sophie appliquait une pommade sur les écorchures que Thomas avait subies sur les pierres de la rivière, le silence entre eux avait une qualité différente. Ce n'était plus la barrière froide des premiers jours, mais quelque chose de confortable, presque intime. « Merci », dit-il, quand elle termina le pansement. « Pas besoin de me remercier. C'est le minimum après ce que vous avez fait aujourd'hui. Je ne me réfère pas seulement à ça. » Thomas hésita, comme si les mots dont il avait besoin étaient dans une langue qu'il ne maîtrisait pas complètement. Merci d'être ici, d'être patiente avec les enfants, de ne pas juger cet endroit. Le regard qu'ils échangèrent contenait la reconnaissance mutuelle que quelque chose changeait entre eux, lentement, comme une marée qui monte presque imperceptiblement jusqu'à ce que soudain la plage ne soit plus la même. Le matin du 6e jour, le téléphone satellite du refuge sonna. C'était du siège central du groupe Vaillant à Paris. Une urgence exigeait la présence immédiate de Thomas. L'un des principaux concurrents tentait une acquisition hostile d'une entreprise stratégique pour le groupe. « Je dois rentrer aujourd'hui. »« Même », annonça Thomas, tandis que Sophie l'aidait à faire sa valise à la hâte. « Vous pouvez rester si vous voulez. Sébastien vous ramènera à Paris à la fin de la semaine. »
Non, je viens avec vous, répondit-elle, se surprenant elle-même par cette décision. C'est une affaire de famille, après tout. L'hélicoptère arriva 2 heures plus tard. Les adieux furent précipités, mais émouvants. Les enfants embrassèrent Sophie comme s'ils la connaissaient depuis des années, pas des jours. Madame Marie lui chuchota à l'oreille « Vous lui faites du bien, n'abandonnez pas ». Dans l'hélicoptère, tandis qu'ils survolaient l'île qui rapetissait rapidement sous eux, Thomas semblait avoir reconstruit son armure d'entreprise. Le téléphone déjà en main, il donnait des instructions précises à son équipe, la voix reprenant le ton autoritaire. La transformation était si complète que Sophie se demanda si elle avait imaginé les moments de connexion des derniers jours. Lorsqu'ils atterrirent à Paris, une limousine les attendait déjà. Avant d'entrer, dans la voiture, Thomas se tourna vers Sophie. « Nous revenons à la réalité maintenant. Ce qui s'est passé sur l'île faisait simplement partie de l'accord, compléta-t-elle, anticipant ses paroles. « Je sais. » Le trajet jusqu'au manoir Vaillant se fit en silence. À leur arrivée, Thomas descendit rapidement, suivi par Sophie. À la porte, il s'arrêta brièvement, comme s'il voulait dire quelque chose, mais changea d'avis. Avec un signe sec au chauffeur, il entra dans la maison et se dirigea directement vers son bureau, laissant Sophie debout dans le hall d'entrée, comme une visiteuse dans sa propre maison. Plus tard, ce même soir, Josette trouva Sophie dans la bibliothèque, feuilletant distraitement un album de photographies anciennes de la famille Vaillant. « Il a toujours été ainsi », commenta la gouvernante, s'asseyant à côté de Sophie. « Il commence à s'ouvrir, à montrer qui il est vraiment. Et puis, il recule derrière ses murs. C'est ainsi depuis qu'il est enfant. Pourquoi me dites-vous cela, Josette ?» La gouvernante sourit avec sagesse. « Parce que j'ai vu comment il vous regardait sur l'île. Madame Isabelle m'appelait tous les jours pour me le raconter. Et j'ai vu aussi comment vous le regardez, même quand vous pensez que personne n'observe. Vous vous trompez, protesta Sophie, sentant son visage rougir. Ce mariage n'est qu'un accord commercial. Dans quelques mois, ce sera terminé. Si vous le dites... » Josette se leva, ajustant son tablier. Mais souvenez-vous, Madame Isabelle n'a jamais choisi le chemin le plus facile, seulement le chemin juste. Et elle vous a choisi pour une raison. Après le départ de Josette, Sophie resta dans la bibliothèque, absorbant le silence du manoir et la révélation troublante qu'en seulement 6 jours, à Belle-Île-en-Mer, ses certitudes sur Thomas, Vaillant et sur ses propres sentiments, avaient été complètement ébranlées. Les semaines suivant leur retour de Belle-Île-en-Mer furent marquées par une distance croissante entre Sophie et Thomas. La crise d'entreprise qui l'avait ramené à Paris s'avéra plus complexe que prévu, entraînant des nuits blanches au bureau et des voyages constants. Quand il était au manoir, Thomas s'enfermait dans son bureau privé, n'émergeant que pour des repas rapides avant de replonger dans le travail. Sophie, de son côté, reprit ses activités à l'école de la Croix-Rousse, maintenant en tant qu'épouse du PDG, titre qui lui causait un malaise constant, surtout face aux regards curieux et parfois envieux de certains collègues. Les élèves, cependant, continuaient à la traiter comme la même Madame Sophie de toujours, ce qui apportait un certain soulagement à sa nouvelle et confuse réalité. Ce fut lors d'un matin d'août, pendant le petit déjeuner, que Sophie ressentit la première nausée. Elle l'attribua initialement au stress des dernières semaines, les apparitions publiques forcées, la couverture incessante de la presse sur le conte de fées de son mariage, la pression silencieuse de la famille Vaillant. Mais quand les nausées matinales persistèrent pendant une semaine, accompagnées d'une fatigue inhabituelle, la possibilité qu'elle répugnait à considérer devint indéniable. « Je suis en retard », constata-t-elle, vérifiant son calendrier pour la 3e fois ce jour-là. Elle essaya de se rappeler les nuits à Belle-Île-en-Mer, du chalet partagé, des barrières qui étaient tombées entre eux au milieu de la pluie tropicale et au son des vagues se brisant dans la crique. Les mains tremblantes, elle se rendit dans une pharmacie d'un quartier éloigné où il était peu probable qu'elle soit reconnue. Elle acheta 3 tests de grossesse différents, se sentant comme une adolescente effrayée et non une femme adulte mariée, financièrement stable. De retour au manoir, elle s'enferma dans la salle de bain de sa suite et réalisa les tests, l'un après l'autre, comme si la répétition pouvait altérer le résultat. Tous positifs. Elle s'assit sur le sol froid en marbre, le dos appuyé contre
à la baignoire, absorbant l'ampleur de cette révélation. Un enfant de Thomas Vaillant, un enfant conçu non par amour, mais durant un interlude de vulnérabilité dans un mariage fabriqué. « Que vais-je faire ?» murmura-t-elle dans le vide de la luxueuse salle de bain. La réponse évidente était de le dire à Thomas. C'était son droit de savoir. Mais chaque fois que Sophie répétait mentalement la conversation, l'image de l'exécutif froid et distant des derniers jours remplaçait celle de l'homme qu'elle avait connu à Belle-Île-en-Mer. Comment réagirait-il? Considérerait-il la grossesse comme un coup, une tentative délibérée de forcer la continuité d'un mariage qui, selon le contrat, devrait se terminer dans moins de 3 mois? Elle décida d'attendre le moment approprié, un instant de connexion qui rappellerait les jours sur l'île. Mais le moment ne venait jamais. Les semaines suivantes virent un Thomas de plus en plus absorbé par les questions d'entreprise. Un homme qui semblait avoir complètement effacé de sa mémoire les jours où il avait aidé des enfants à pêcher et réparer des toits sous le soleil. Un vendredi particulièrement tendu, Sophie rassembla enfin son courage. Elle demanda à Josette de préparer le plat préféré de Thomas, risotto aux crevettes et citron, et dressa la table de la salle à manger intime, rarement utilisée, avec bougies et fleurs. Elle porta l'une des robes qu'Éléonore avait choisies pour elle, coiffa ses cheveux détachés et attendit. À 9h du soir, le téléphone sonna. C'était Thomas, avertissant qu'il ne rentrerait pas à la maison. Une réunion d'urgence. Avec des investisseurs étrangers, exigeait sa présence jusqu'à tard. Il raccrocha avant que Sophie puisse mentionner qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. « Madame devrait manger quelque chose », suggéra Josette, trouvant Sophie encore assise à la table intacte, les bougies déjà à moitié consumées. Ce n'est pas bon pour le bébé de rester sans nourriture. Le choc sur le visage de Sophie fut immédiat. « Comment savez-vous ? J'ai travaillé toute ma vie dans des maisons de famille, ma fille. Je reconnais les signes, et je reconnais aussi quand une femme a besoin de soutien. » La gouvernante s'assit à côté de Sophie, prenant ses mains entre les siennes. Madame Isabelle aurait été si heureuse. Les mots gentils déclenchèrent les larmes que Sophie retenait depuis des semaines. Entre sanglots, elle confia ses peurs. Que Thomas l'accuse de manipulation, que l'enfant grandisse dans une famille sans amour, que tout ce qu'elle avait construit professionnellement soit éclipsé par le stigmate de chasseuse de fortune, qui circulait déjà dans certains cercles sociaux. « Vous devez le lui dire, » dit Josette ferme. « Non parce que c'est une obligation, mais parce que c'est son droit de savoir, et votre droit de ne pas porter ce poids seul. » Le lendemain matin, déterminée, Sophie se rendit au siège central du groupe Vaillant, au cœur financier de Paris. Elle y allait rarement, préférant maintenir une distance avec le monde corporatif qui représentait tout ce qu'elle remettait en question. Dans l'immense hall de marbre et de verre, elle fut accueillie avec des sourires polis et des regards curieux des employés. « Madame Vaillant, » salua la réceptionniste, « Monsieur Thomas n'a pas informé qu'il vous attendait aujourd'hui. »« C'est une surprise, » répondit Sophie, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait. Elle fut conduite à l'étage exécutif, où l'assistante personnelle de Thomas, Caroline, l'accueillit avec une froideur polie. « Je suis désolé, madame, mais Monsieur Thomas est en visioconférence avec nos partenaires asiatiques. Il ne peut pas être interrompu. »« J'attendrai, » répondit Sophie, s'asseyant sur l'un des canapés en cuir de l'antichambre. Après 1 heure, Caroline s'approcha à nouveau. « L'agenda de Monsieur Thomas est complètement rempli aujourd'hui. Peut-être serait-il préférable que madame revienne un autre jour. Je peux programmer un rendez-vous pour la semaine prochaine. » La formalité calculée, la barrière délibérément érigée entre elle et l'homme qui était légalement son mari, alluma une étincelle d'indignation chez Sophie. Sans répondre à Caroline, elle marcha directement vers la porte du bureau de Thomas et l'ouvrit sans frapper. L'exécutif était debout près de la fenêtre, téléphone à l'oreille, dos tourné vers la porte. En entendant la porte s'ouvrir, il se retourna avec une irritation visible qui se transforma en surprise en voyant Sophie. « Je dois vous parler, » dit-elle, soutenant son regard. « Je vous rappellerai, » dit Thomas au téléphone, raccrochant ensuite. « Que se passe-t-il? Pourquoi? Êtes-vous ici? Je suis enceinte. » Les mots flottèrent dans l'air conditionné du bureau minimaliste entre eux comme une vérité tangible,
impossible à ignorer ou à nier. Thomas resta immobile, le visage un masque indéchiffrable. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-il finalement. La voix basse. « Absolument. 3 tests et une analyse de sang. » Thomas marcha jusqu'à son bureau, s'y appuyant comme s'il avait soudainement besoin de soutien. Combien de temps? Environ 10 semaines. Belle-Île en mer. La mention de l'île sembla déclencher quelque chose chez Thomas. Une émotion que Sophie ne put identifier traversa son visage avant qu'il ne reprenne le contrôle. « Je comprends. Cela complique les choses. »« Complique? C'est tout ce que vous avez à dire ?» La voix de Sophie trembla légèrement, mais elle garda sa contenance. « Je ne vous demande rien, Thomas. J'ai juste pensé que vous deviez savoir. Nous devons réfléchir, calmement, continua-t-il maintenant sur un ton analytique. Le contrat se termine dans moins de 2 mois. Cela signifie que nous devrions... » Il s'arrêta brusquement, réalisant la froideur de ses propres paroles. « Pardon, c'était inapproprié. » « C'était exactement ce à quoi je m'attendais de votre part, » répondit Sophie, se dirigeant vers la porte. « Juste des chiffres et des clauses. Je suis venu vous informer uniquement parce que je crois que c'est votre droit de savoir. Ce que vous ferez de cette information est votre problème. » Avant qu'elle puisse sortir, Thomas l'appela. « Sophie, attendez, ce n'est pas si simple. Je n'ai jamais dit que c'était simple, mais ça n'a pas besoin d'être juste un problème logistique à résoudre. » Elle le regarda directement. « Quand nous étions sur l'île, j'ai pensé avoir connu l'homme derrière l'exécutif. Je vois que je me suis trompé. » Elle sortit du bureau sans regarder en arrière, ignorant les regards des employés qui avaient certainement entendu une partie de la conversation. Dans l'ascenseur, elle respira profondément, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle ne pleurerait pas là. Elle ne donnerait pas ce plaisir au commérage qui devait déjà envoyer des messages dans les couloirs corporatifs. En Fouque, arrivant à la maison, elle trouva un message vocal de Thomas, informant qu'il devait se rendre d'urgence à New York, où il resterait au moins 2 semaines. « Nous parlerons à mon retour », promettait la voix métallique de l'enregistrement. « Nous devons résoudre cela de manière adéquate. »« Résoudre », répéta Sophie dans le vide du manoir, comme si un enfant était un problème contractuel à solutionner. Ce soir-là, en organisant quelques documents dans le bureau qu'elle utilisait au manoir, elle trouva une enveloppe tombant d'un livre. Elle contenait des billets d'avion pour Marseille et une réservation dans une pension à Cassis, petite ville du littoral provençal, avec une carte portant la calligraphie élégante de Madame Vaillant. « Pour quand vous aurez besoin de paix, utilisez-la quand vous sentirez que c'est le bon moment. » La découverte semblait presque providentielle. Cassis était connu pour ses plages tranquilles et son ambiance accueillante, très différente de l'agitation de Paris. Soudainement, Sophie sentit qu'elle ne pouvait pas rester au manoir, entourée par les souvenirs d'une relation qui n'avait jamais vraiment existé et par l'attente du retour d'un homme qui voyait son enfant comme une complication. Elle prit sa décision en quelques heures. Avec l'aide discrète de Josette, elle organisa une petite valise avec l'essentiel. Elle rédigea une lettre pour Thomas, expliquant qu'elle avait besoin de temps et d'espace pour penser à l'avenir, le sien et celui de l'enfant. Elle précisa qu'elle ne demanderait rien au-delà de ce qui était déjà prévu dans le contrat original et qu'elle n'utiliserait pas la grossesse comme instrument de chantage ou de pression. « Je vais bien aller », assura-t-elle à Josette, qui l'embrassa, les yeux embués à la porte du manoir. « Il va vous chercher », avertit la gouvernante. « Peut-être, mais d'abord il doit se trouver lui-même. » Le lendemain matin, Sophie embarqua pour Marseille. Tandis que l'avion décollait, elle caressa légèrement son ventre encore imperceptible sous la robe légère. « C'est juste nous maintenant, petit. Au moins pour l'instant. » Ce que Sophie ne pouvait pas imaginer, c'est qu'au moment exact où elle quittait Paris, la première de nombreuses manchettes sensationnalistes s'étalait à la une d'un tabloïd populaire. Grossesse de convenance. La stratégie de la professeure qui a conquis l'Empire Vaillant. La photo qui illustrait l'article montrait Sophie sortant de la clinique, où elle avait effectué l'analyse de sang quelques jours auparavant. À quelques kilomètres de là, dans le bureau central du groupe Vaillant, Philippe Vaillant, cousin de Thomas, observait la manchette avec un sourire satisfait.
À ses côtés, Caroline, l'assistante personnelle de Thomas, recevait une enveloppe bien garnie. « Excellent travail », félicita Philippe. « Continuez à m'informer de tous les faits. » Et geste de mon cher cousin et de son intéressante épouse. À New York, isolé dans une suite exécutive d'hôtel, Thomas Vaillant regardait fixement l'écran de son ordinateur portable où l'image d'une échographie révélait une petite forme qui, bientôt, changerait sa vie, pour toujours, de manière qu'il ne pouvait même pas prévoir. La petite ville de Cassis accueillit Sophie avec la tranquillité dont son esprit avait besoin. Différente de sa voisine célèbre La Ciotat, avec ses gratte-ciel au bord de la mer et son tourisme intense, Cassis préservait une atmosphère de province, avec des maisons colorées, des places arborées et un rythme de vie qui invitait à la réflexion. La pension réservée par Madame Vaillant se trouvait près du centre historique, un chalet rustique, entouré de jardins fleuris, géré par un couple de retraités qui reçut Sophie comme si elle faisait partie de la famille. Madame Isabelle. « Nous avait prévenu qu'un jour vous viendriez », raconta Monsieur Antoine, le propriétaire, en portant la petite valise de Sophie à la chambre du second étage. « Nous ne nous attendions pas à ce que vous soyez accompagnés. » Il sourit discrètement, regardant le ventre encore imperceptible de l'hôte. Sophie rougit. « Comment l'avez-vous su ? Mon épouse, Thérèse, a un 6e sens pour ces choses. Elle a élevé 5 enfants et aidé à mettre au monde plus d'une douzaine de petits-enfants. Elle dit qu'elle a reconnu l'éclat dans votre regard dès que vous êtes descendu du taxi. La chambre était simple mais confortable, un lit double avec une courte pointe faite main, des rideaux en dentelle aux fenêtres qui s'ouvraient sur une vue de la mer au loin, un petit bureau en bois foncé et une salle de bain privative. Sur les murs, des aquarelles représentant des paysages locaux apportaient couleur et chaleur à l'environnement. Madame Isabelle a dit que vous auriez besoin de paix, mais aussi de but, continua Monsieur Antoine, plaçant la valise sur un banc rembourré au pied du lit. C'est pourquoi elle a parlé à la directrice de l'école municipale. Ils ont besoin d'une professeure remplaçante pour le reste du semestre. Si vous êtes intéressé, bien sûr. La perspective de reprendre le travail en classe, loin des regards curieux et des jugements de Paris, apporta un soulagement immédiat à Sophie. Les premiers jours, elle se permit simplement de se reposer. De longues promenades sur la plage déserte, des lectures sur la véranda de la pension, des conversations sans prétention avec Madame Thérèse, tout en l'aidant à préparer des pâtisseries maison pour le petit déjeuner des hôtes. Elle évitait journaux et télévision, se protégeant instinctivement du monde extérieur. Son téléphone portable restait éteint la plupart du temps, n'étant allumé que pour de rapides messages rassurants à Josette. La 2e semaine, elle visita l'école municipale Claude Monet, où elle fut reçue par la directrice Marguerite, une femme énergique d'âge moyen qui ne cacha pas son enthousiasme en la rencontrant. « Madame Isabelle m'a beaucoup parlé de votre travail à Lyon », dit Marguerite, la conduisant à travers les couloirs colorés de l'école. « Nous avons une classe de CM2 sans professeur depuis le mois dernier, quand Madame Claire a dû s'absenter pour des problèmes de santé. Ce sont des enfants merveilleux, mais qui ont besoin d'une orientation constante. » En entrant dans la salle de classe et en voyant les visages curieux des enfants, Sophie se sentit chez elle pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Lyon. Là, elle était simplement Madame Sophie, pas l'épouse du puissant homme, ce d'affaires, pas la protagoniste d'un mariage arrangé, pas la femme qui faisait la une des tabloïds avec des manchettes sensationnalistes. « Bonjour, classe », dit-elle, avec un sourire sincère. « Je m'appelle Sophie Durand et je serai votre professeure jusqu'à la fin du semestre. » L'omission délibérée du nom Vaillant fut le premier pas vers la construction de sa nouvelle vie à Cassis. Dans les jours qui suivirent, elle se plongea dans le travail avec un enthousiasme renouvelé, développant des projets créatifs qui attirèrent rapidement l'attention non seulement des élèves, mais de toute la communauté scolaire. Son projet de littérature régionale, qui encourageait les enfants à recueillir des histoires auprès des pêcheurs et artisans locaux, culmina en une petite publication qui fut distribuée lors de la fête de la ville. À mesure que son ventre s'arrondissait, Sophie trouvait dans la routine scolaire et dans l'accueil de la petite communauté la stabilité émotionnelle dont elle avait tant besoin. Madame Thérèse devint sa confidente et conseillère informelle en matière de maternité. Monsieur Antoine insistait pour l'accompagner aux consultations médicales dans la ville voisine, préoccupé par sa sécurité. « J'aurais besoin d'un
Endroit plus grand bientôt, commenta Sophie pendant le dîner, quand elle compléta 4 mois de grossesse. Je ne peux pas continuer à occuper la chambre de la pension indéfiniment. Par hasard, répondit M. Antoine, échangeant des regards complices avec son épouse, nous avons une petite maison au fond de la propriété, rien de luxueux, mais elle a 2 chambres, une cuisine et un petit jardin. Notre fils aîné y vivait avant de déménager à Toulouse. Elle est vide depuis presque 1 an. La petite maison se révéla parfaite. Une construction simple en maçonnerie, peinte en bleu clair avec des fenêtres blanches et une véranda couverte de plantes grimpantes fleuries. Avec l'aide de M. Antoine et quelques amis qu'elle s'était faits à l'école, Sophie transforma l'espace abandonné en un foyer accueillant, décoré avec des meubles simples acquis dans des brocantes et de l'artisanat local. La seconde chambre destinée au bébé fut peinte dans des tons doux de vert et jaune. Sophie avait choisi de ne pas connaître le sexe de l'enfant avant la naissance. Par un après-midi pluvieux de novembre, alors qu'elle organisait quelques vêtements de bébé achetés au marché artisanal, Sophie fut surprise par un coup à la porte. En ouvrant, elle trouva Josette avec une petite valise à la main et les yeux embués. « Josette, que faites-vous ici? Comment m'avez-vous trouvé ?»« Madame Isabelle m'a parlé de cet endroit il y a des années, » répondit la gouvernante, entrant dans la maison après une étreinte serrée avec Sophie. « Elle a dit que ce serait votre refuge, si nécessaire. Je suis venue parce que j'avais besoin de vous voir et parce que les choses sont compliquées à Paris. » Assise dans le petit salon, avec le son de la pluie comme toile de fond, Josette raconta les événements des derniers mois. Les manchettes calomnieuses sur Sophie s'étaient multipliées, alimentées par des sources anonymes au sein du groupe Vaillant. Son caractère était remis en question, sa grossesse dépeinte comme un coup calculé, son absence interprétée comme une preuve de culpabilité. « Et Thomas ?» demanda Sophie, essayant de garder la voix ferme. « Que dit-il de tout cela ?»« Nous le voyons à peine au manoir. Depuis qu'il est revenu de New York, il s'est plongé dans le travail comme jamais. Il semble être un homme poursuivi par ses propres fantômes. » Josette fit une pause, comme si elle mesurait ses prochains mots. « Car il vous a cherché, vous savez. Il a engagé des détectives privés, mais j'ai, disons, un peu compliqué leur travail. » Sophie sourit, imaginant la loyale Josette dépistant des détectives professionnels. « Merci pour cela. Je ne suis pas prête à l'affronter. Pas encore. » « Il y a une autre chose que vous devez savoir, » continua Josette avec une expression grave. « C'est à propos de son cousin Philippe. J'ai entendu une conversation entre lui et Caroline, l'assistante de Thomas. C'est lui qui a divulgué la nouvelle de votre grossesse à la presse. Il semble qu'il prépare quelque chose contre Thomas au conseil, utilisant votre absence comme preuve d'instabilité émotionnelle. » La révélation ne surprit pas complètement Sophie. Elle avait toujours senti une aura de fausseté chez Philippe, même lors des rares rencontres qu'ils avaient eues. Ce qui l'inquiétait maintenant étaient les implications de cette conspiration pour l'avenir de son enfant, un héritier vaillant, qu'elle le veuille ou non. Josette resta 3 jours, aidant à finaliser les préparatifs pour l'arrivée du bébé et apportant un lien avec la vie que Sophie avait laissée derrière elle. La veille de son départ, elle remit à Sophie un paquet enveloppé dans du papier Kraft. « Ce sont les journaux intimes de Madame Isabelle, » expliqua-t-elle. « Elle a laissé des instructions pour qu'ils vous soient remis quand vous attendriez un enfant de Thomas. » « Comment pouvait-elle savoir ? Cette dame voyait plus loin que nous tous, » répondit Josette avec un sourire énigmatique. Après le départ de Josette, Sophie se plongea dans la lecture des journaux, 5 carnets reliés en cuir, remplis. De la calligraphie élégante de la matriarche. Les premières entrées dataient de plus de 30 ans, quand Thomas n'était qu'un garçon. À travers ces pages, Sophie connut un Thomas complètement différent de l'homme qu'elle avait épousé. Un enfant sensible et curieux, passionné par la musique et l'histoire naturelle, qui rêvait de devenir océanographe. « Thomas a joué du piano pour moi aujourd'hui », lisait-on dans une entrée de quand il avait 9 ans. « Chopin, son préféré. Albert et Éléonore insistent que c'est une perte de temps, qu'il devrait se concentrer sur les études utiles pour prendre la tête de l'entreprise un jour. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de tuer quelque chose de précieux chez leur propre fils. » Les entrées suivantes documentaient la transformation graduelle du garçon rêveur en adulte pragmatique. Les cours de musique remplacés par des cours de finance, les étés exploratoires à Belle-Île-en-Mer échangés contre des stages dans des banques internationales,
la curiosité naturelle étouffée par le poids des attentes familiales. Thomas a souri aujourd'hui, pour la première fois depuis des mois, disait une entrée de quand il avait 17 ans. C'était pendant notre visite secrète au refuge. Loin de ses parents, il semble redevenir lui-même. Je m'inquiète de ce qu'il deviendra quand je ne serai plus là pour lui montrer qu'il existe une vie au-delà des murs de l'Empire vaillant. Moi. Entrées les plus récentes des dernières années de vie de Madame Isabelle révélaient sa préoccupation croissante pour son petit-fils, maintenant PDG implacable et émotionnellement isolé, et sa recherche de quelqu'un qui pourrait le sauver de lui-même, comme elle l'avait écrit. J'ai rencontré une jeune professeure aujourd'hui, lisait-on dans l'entrée du jour où Madame Isabelle avait visité l'école de Sophie pour la première fois. Il y a quelque chose dans ses yeux, une force tranquille, une intégrité rare. Elle me rappelle moi-même avant que le monde des affaires n'endurcisse mon cœur. Je me demande si elle serait capable de voir au-delà de l'armure que Thomas a construite. La dernière entrée, datée de seulement 2 semaines avant son départ, était adressée directement à Sophie. « Si vous lisez ceci, ma chère, c'est que mes intuitions étaient correctes. Vous et Thomas avez généré une nouvelle vie. Un nouveau départ pour la famille Vaillant. Ce ne sera pas facile. Mon petit-fils a été formé pour se méfier de l'amour, pour voir les relations humaines comme des transactions. Mais vous, Sophie, possédez ce dont il a le plus besoin, la capacité de voir l'homme derrière l'exécutif. N'abandonnez pas facilement, pas pour moi, pas pour l'Empire, pas même pour lui, mais pour l'enfant que vous portez, qui mérite de connaître le père que Thomas aurait pu être et peut encore devenir. » Le lendemain matin, elle se réveilla avec de légères contractions. Le médecin avait prévu la naissance pour dans 2 semaines, mais apparemment le bébé avait d'autres plans. Avec le calme qui caractérisait ses actions, Sophie appela Monsieur Antoine, qui était en alerte depuis des jours, avec la voiture approvisionnée et un itinéraire tracé jusqu'à l'hôpital régional. « Tout ira bien, ma fille, » assura Madame. Thérèse l'accompagnant jusqu'à la voiture. « Nous vous attendrons, vous deux. » Le travail dura 14 heures. Seul, excepté l'équipe médicale et une doula gentille que l'hôpital mettait à disposition, Sophie affronta chaque contraction avec la force silencieuse qui l'avait toujours caractérisée. Quand elle entendit finalement le premier cri de son fils à 3h27 du matin, des larmes de soulagement et d'amour inconditionnel baignèrent son visage épuisé. « C'est un beau garçon en bonne santé », annonça l'obstétricienne, plaçant le nouveau-né sur sa poitrine. « Comment allez-vous l'appeler » En regardant le petit visage rouge et les yeux mi-clos qui, elle pouvait déjà le percevoir, avaient la forme de ceux de Thomas. Sophie sentit que le nom qu'elle avait choisi des mois auparavant était, en effet, parfait. « Antoine », répondit-elle, en hommage à l'homme qui était devenu une figure paternelle dans sa nouvelle vie, « Antoine Durand-Vaillant. » 3 jours plus tard, déjà installée à la maison avec le petit Antoine, Sophie reçut la visite de la directrice Marguerite, apportant non seulement des cadeaux pour le bébé, mais aussi une proposition inattendue. Le TENSANS, secrétariat à l'éducation, a approuvé notre projet d'éducation intégrale, annonça-t-elle, en observant le bébé endormi dans son berceau. Nous avons besoin de quelqu'un pour coordonner la mise en œuvre, quelqu'un avec de l'expérience, en projets innovants et un engagement envers la communauté. L'offre représentait plus qu'un emploi. C'était l'opportunité de construire quelque chose de significatif, d'appliquer à plus grande échelle les idées qu'elle avait développées tout au long de sa carrière. Avec Antoine dans les bras, Sophie sentit qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde, non comme l'épouse d'un magnate, mais comme éducatrice et mère, dans une communauté qui la valorisait pour ses propres mérites. Les semaines se transformèrent en mois. Antoine grandissait fort et en bonne santé, avec les yeux sombres et pénétrants de son père et le sourire chaleureux de sa mère. Sophie partageait son temps entre les soins pour son fils et le nouveau projet éducatif, qui était rapidement devenu une référence dans la région. Le soir, parfois, elle se surprenait à regarder le téléphone, considérant la possibilité d'appeler Thomas, de l'informer sur son fils. Mais quelque chose la retenait toujours, peut-être la peur de détruire la paix qu'elle avait construite, peut-être l'incertitude sur la façon dont il réagirait, peut-être la douleur encore, l'attente de l'abandon. Ce fut lors d'un après-midi ensoleillé de mai, quand Antoine avait 6 mois, que le passé la rattrapa finalement. Pendant l'inauguration du nouveau pavillon des arts de l'école, sponsorisé par des entrepreneurs locaux, Sophie discourait devant une petite foule de parents, éducateurs
et autorité municipale. Antoine était dans les bras de Madame Thérèse. Au premier rang, charmant tout le monde avec ses sourires et gazouillis. En terminant son discours et remerciant les sponsors, Sophie remarqua un mouvement à l'arrière de l'auditorium. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre impeccable, venait d'entrer et observait la scène avec intensité. Même à distance, elle l'aurait reconnu n'importe où. Thomas Vaillant avait trouvé son chemin jusqu'à Cassis. Le monde sembla se figer à cet instant. Sophie sentit son cœur s'accélérer, tandis qu'elle essayait de maintenir sa composition devant le public qui applaudissait encore son discours. Avec un signe final de remerciement, elle descendit de la petite scène improvisée, les jambes tremblantes, sous sa robe en lin bleu. Elle chercha instinctivement Antoine du regard, le localisant dans les bras de Madame Thérèse, ignorant la tempête émotionnelle qui se formait. Plusieurs personnes l'abordèrent avec des félicitations et des questions sur le projet, formant involontairement une barrière humaine entre elle et Thomas. Et, à travers les interstices entre les invités, elle pouvait le voir immobile au même endroit, sans faire aucun mouvement pour s'approcher, se contentant d'observer avec cette intensité caractéristique qui l'avait toujours déconcerté. « Vous allez bien, ma chère ? Vous semblez avoir vu un fantôme, commenta Marguerite, touchant légèrement son bras. « D'une certaine façon, oui, répondit Sophie, sans détourner les yeux de la silhouette au fond. « Marguerite, pourriez-vous me rendre service ? Demandez à Madame Thérèse d'emmener Antoine à la maison. Dites-lui que je les rejoindrai bientôt. » La directrice suivit son regard et, bien qu'elle ne connût pas Thomas personnellement, compréhension illumina son visage. « C'est lui, n'est-ce pas, le père d'Antoine ?» Sophie acquiesça silencieusement. « Voulez-vous que je demande à quelqu'un de l'accompagner jusqu'à la sortie ?» offrit Marguerite, protectrice. « Non, je dois faire cela seule. J'ai déjà trop retardé. » Quand elle parvint enfin à se dégager, des gens Thomas s'était déplacé vers le jardin de l'école, contemplant une fresque colorée peinte par les élèves. Sophie s'approcha lentement, sentant chaque pas comme si elle marchait dans des sables mouvants. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle, s'arrêtant à quelques mètres de lui. Thomas se retourna et Sophie remarqua les changements dans son apparence, des lignes de préoccupation plus profondes autour des yeux, un léger blanchissement aux tempes qui n'était pas là avant, une maigreur que son costume impeccable ne parvenait pas à dissimuler complètement. « Ce ne fut pas facile, répondit-il, la voix plus rauque qu'elle ne s'en souvenait. « Vous avez bien choisi votre cachette. Ce n'est pas une cachette, c'est ma maison maintenant. » Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de mots non dits et de questions sans réponse. Au loin, les voix des invités qui quittaient l'événement créaient un contraste surréaliste avec la tension du moment. « C'est mon fils, n'est-ce pas ?» demanda finalement Thomas, regardant dans la direction où Madame Thérèse s'éloignait avec le bébé. « Je l'ai vu seulement de loin, mais il a les yeux de ma famille. »« Oui, son nom est Antoine. Il a 6 mois. » Thomas ferma les yeux ainsi. Moment, comme s'il absorbait l'impact de cette confirmation bien qu'il la sût déjà vraie. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Pourquoi avez-vous simplement disparu ?»« J'ai essayé de vous le dire, » répondit Sophie, gardant la voix basse mais ferme. « Je suis allée à votre bureau, vous vous souvenez? Vous avez dit que ma grossesse compliquait les choses. Puis, vous êtes parti pour New York sans même discuter du sujet. Qu'espériez-vous que je fasse? Que j'attende patiemment jusqu'à ce que vous décidiez comment résoudre le problème? J'avais besoin de temps pour traiter la nouvelle, se défendit Thomas, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Vous m'avez pris complètement au dépourvu. Je suis sorti du bureau ce jour-là pour acheter une bague, vous savez? Une vraie bague, pas cette alliance contractuelle que nous portions. J'allais proposer que nous restions mariés, non par obligation, mais parce qu'à Belle-Île-en-Mer, j'avais commencé à ressentir quelque chose. Mais quand je suis revenu, vous aviez disparu. La révélation frappa Sophie comme une vague inattendue. Pendant un moment, elle se permit d'imaginer comment les choses auraient pu être si elle avait attendu, si elle avait donné à Thomas la chance qu'il revendiquait maintenant. Et puis sont venues les manchettes, continua-t-il, l'amertume évidente dans sa voix. Des accusations selon lesquelles vous seriez tombée enceinte délibérément pour garantir une partie de la fortune. Que notre mariage était une farce depuis le début. J'ai pensé que c'était peut-être vrai. Que peut-être Belle-Île-en-Mer n'avait été qu'une partie de votre stratégie.
Et vous avez préféré croire cela plutôt que de me faire confiance, conclut Sophie, ressentant une pointe de déception renouvelée, même après tout ce que nous avions vécu. « Je ne savais pas quoi croire !» s'exclama Thomas, sa contenance habituelle momentanément brisée. Il baissa la voix, conscient de l'environnement public. « Toute ma vie, j'ai été formé pour me méfier des intentions des gens, pour voir des arrière-pensées dans chaque geste. Mon père répétait constamment que, pour quelqu'un dans ma position, faire confiance était synonyme de faiblesse. « Et qu'est-ce qui vous amène ici, maintenant, après tant de temps ?» demanda Sophie, croisant les bras comme si elle créait une barrière physique entre eux. La curiosité, le sens du devoir, ou simplement le besoin de vous assurer que votre héritier est élevé convenablement. Thomas fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Je suis venu parce que je n'ai pas pu continuer à vivre comme si vous et mon fils n'existiez pas. Parce que j'ai passé les derniers mois à essayer de comprendre ce qui m'est arrivé. À Belle-Île-en-Mer, pourquoi je suis redevenu l'homme froid que tout le monde connaît dès que nous sommes revenus à Paris ?» Il fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « Je suis venu parce que j'ai trouvé les journaux intimes de ma grand-mère. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. « Vous les avez lus ?» Certains d'entre eux, ceux qu'elle a laissés dans mon bureau à l'entreprise, enfermés dans un tiroir avec des instructions pour être ouverts quand je serai prêt à entendre la vérité. Josette m'a remis la clé il y a 3 mois. Une brise légère agita les feuilles des arbres du jardin, apportant le parfum des fleurs récemment plantées. Sophie indiqua un banc en bois sous un micocoulier. « Nous pouvons nous asseoir ?» Cette conversation semble devoir être longue. Côte à côte, mais maintenant une distance calculée, ils s'assirent sur le banc qui avait si souvent servi de scène aux histoires que Sophie racontait à ses élèves. Le contraste entre cet homme dans son costume italien et l'environnement simple de l'école publique ne pouvait être plus grand. Les journaux intimes de ma grand-mère m'ont montré un garçon que je n'ai pas reconnu, commença Thomas, regardant l'horizon. Un enfant qui aimait la musique, qui rêvait d'étudier les océans, qui pleurait en cachette quand son père déchirait ses partitions de piano en disant que les hommes vaillants ne perdent pas de temps avec des frivolités. Elle a tout documenté. Chaque rêve étouffé, chaque intérêt authentique remplacé par des leçons de leadership, chaque trait de sensibilité systématiquement supprimé comme s'il s'agissait d'un défaut de caractère. « Votre grand-mère a essayé de vous protéger », commenta Sophie doucement. Le refuge à Belle-Île-en-Mer, les voyages secrets, c'étaient des tentatives pour préserver quelque chose du garçon que vous étiez. « Et elles ont échoué », compléta Thomas avec un soupir lourd. « À la fin, je suis devenu exactement ce que mon père voulait, un exécutif implacable, capable de licencier des centaines d'employés sans sourciller, de ruiner des concurrents sans remords, de voir les gens comme des pièces remplaçables dans une grande machine corporative. » Il se tourna pour la regarder directement. « C'est ce que vous avez vu en moi depuis le début, n'est-ce pas? L'homme creux que je suis devenu. »« J'ai vu plus que cela, » répondit Sophie, soutenant son regard. « À Belle-Île-en-Mer, j'ai vu des aperçus du garçon qui est dans les journaux, de votre grand-mère. J'ai vu votre gentillesse avec les enfants du refuge. J'ai vu comment vous vous souveniez encore des noms de tous, comme vous vous préoccupiez sincèrement de leurs rêves. Ce Thomas n'a pas complètement disparu. Il a juste été réduit au silence. » Un éclat d'émotion traversa les yeux de Thomas, rapidement contenu. « Ces derniers mois, j'ai essayé de réconcilier ces deux versions de moi-même. L'exécutif que j'ai construit et l'homme que j'aurais pu être. Ça n'a pas été facile. Et votre cousin Philippe, continue-t-il à conspirer contre vous ?» demanda Sophie, se souvenant des révélations de Josette. Un sourire sans humour traversa le visage de Thomas. « Philippe a commis une erreur fatale. Il a sous-estimé la loyauté de certaines personnes. Caroline, mon assistante, est venue me voir avec des preuves qu'il manipulait des informations, divulguait des données confidentielles à la concurrence. C'était aussi lui qui a planté les histoires sur vous dans la presse. Et qu'est-il arrivé? Il a été écarté du conseil et de l'entreprise. Actuellement, il fait face à des poursuites pour violation de confidentialité et tentative de sabotage corporatif. » Sophie acquiesça lentement, traitant l'information. « Alors, qu'attendez-vous exactement de moi, Thomas? De nous? »« Je veux connaître mon fils, » répondit-il sans hésitation. «
Je veux faire partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. Je ne vous demande pas de revenir à ce que nous avions. Je sais que j'ai détruit cette possibilité par ma méfiance, mais je ne peux pas simplement retourner à Paris en sachant que j'ai un fils ici, grandissant sans me connaître. » La sincérité dans sa voix était indéniable. Sophie ferma les yeux un moment, considérant les implications de cette demande. Une partie d'elle voulait protéger la bulle de tranquillité qu'elle avait créée à Cassis, gardant Antoine loin des complications du monde vaillant. Une autre partie, cependant, savait que son fils avait le droit de connaître son père. Et Thomas, malgré tout, avait le droit de faire partie de la vie de son fils. « Ce ne sera pas simple, dit-elle finalement. J'ai construit une vie ici. Thomas, une vie réelle avec un travail significatif et des personnes qui se soucient de nous pour ce que nous sommes, pas pour le nom que nous portons ou le compte bancaire que nous avons. Je ne vais pas renoncer à cela. Je ne vous demande pas de renoncer à quoi que ce soit, répondit-il rapidement, seulement de me donner la chance de connaître Antoine, d'être son père, même à distance. À distance ? Questionna Sophie, haussant un sourcil. Comment cela fonctionnerait-il exactement avec vous à Paris, plongé 24 heures sur 24 dans les affaires, et nous ici? Thomas hésita, comme s'il arrivait au point crucial de sa visite. En fait, je ne suis plus à Paris. Du moins, pas en permanence. Comment ça? J'ai acheté une maison à la Ciotat il y a 2 semaines. Ce n'est pas un manoir, juste une maison confortable, avec vue sur la mer. Et j'ai ouvert un bureau satellite du groupe Vaillant dans la ville pour pouvoir administrer certains projets à distance. La révélation laissa Sophie momentanément sans voix. L'idée de Thomas Vaillant, l'implacable PDG, déménageant dans une petite ville juste pour être proche du fils qu'il connaissait à peine, semblait surréaliste. « Vous avez déménagé ici? Vous avez quitté Paris? Pour Antoine? Pour... » « Antoine, confirma-t-il. « Et peut-être aussi pour moi-même. Je n'ai jamais dit à personne, mais j'ai toujours détesté ce manoir à Paris. Trop grand, trop froid, plein de souvenirs d'un père jamais satisfait et d'une mère qui préférait ses causes sociales à sa propre famille. À Belle-Île-en-Mer, au refuge, je me suis senti en paix pour la première fois depuis des années. J'ai pensé que peut-être, en vivant dans un endroit comme celui-ci, je pourrais retrouver cette sensation. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons orangés. Au loin, la cloche de l'école sonna, annonçant la fin des activités du jour. Sophie se leva, ajustant sa robe. « Je dois rentrer à la maison. Antoine va bientôt vouloir être allaité. » Thomas se leva aussi, incertain sur la façon de procéder. « Puis-je le voir? Pas aujourd'hui si ce n'est pas convenable, mais bientôt ?» Sophie étudia l'homme devant elle. Non plus l'exécutif arrogant du début de leur mariage, ni complètement l'homme vulnérable de Belle-Île-en-Mer, mais quelque chose entre les deux. Un homme en processus de redécouverte, essayant de se reconnecter avec des parties de lui-même longtemps oubliées. « Demain, décida-t-elle, venez chez moi à 10 heures. Antoine est généralement plus disposé à cette heure-là. » Le soulagement sur le visage de Thomas était palpable. « Merci, je ne vous décevrai pas, je promets. »« Ne faites pas de promesses que vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir, » avertit Sophie avec douceur. « Simplement, venez rencontrer votre fils. Le reste, nous le déciderons avec le temps. » Le lendemain matin, ponctuellement à 10 heures, Thomas frappa à la porte de la petite maison bleue. Il portait des vêtements notablement plus décontractés, jeans foncés et chemise en lin blanc, et tenait dans ses bras un paquet emballé dans du papier coloré. Sophie le reçut avec Antoine dans les bras. Le bébé, vêtu d'une salopette jaune, observait le visiteur avec des yeux curieux, les mêmes yeux sombres et intenses que Thomas voyait tous les matins dans le miroir. « Bonjour, » dit Thomas, la voix soudainement rauque d'émotion. « Tu dois être Antoine. » Le bébé répondit par un gazouillis animé, tendant une petite main potelée en direction du paquet coloré. « C'est pour lui, » expliqua Thomas, remettant le cadeau à Sophie. « J'espère qu'il aimera. » À l'intérieur de l'emballage se trouvait un petit piano jouet, fait de bois massif, avec des touches qui produisaient des sons doux et mélodieux. « Ma grand-mère m'en a donné un identique quand j'avais à peu près son âge, » expliqua Thomas, tandis que Sophie plaçait l'instrument sur le tapis du salon. « C'était mon jouet préféré jusqu'à ce que votre père considère que ce n'était pas approprié, » compléta Sophie, se souvenant des journaux. Thomas acquiesça, un sourire triste jouant sur ses lèvres. «
Je veux qu'Antoine ait des choix que je n'ai pas eus. » Ils s'assirent sur le tapis, observant le bébé qui s'était rapidement pris d'affection pour le nouveau jouet, tapant aléatoirement sur les touches avec une expression concentrée. Pendant presque 1 heure, ils parlèrent de trivialités. Les premiers, moi d'Antoine, ses préférences, ses petits jalons de développement. Thomas écoutait avec une attention sincère, mémorisant chaque détail, risquant occasionnellement de toucher la petite main de son fils ou de caresser ses cheveux sombres. « Il a votre sourire », commenta Thomas à un moment donné. « Et votre cœur, j'espère. »« Il fait un peu de nous deux », répondit Sophie, « et beaucoup de lui-même. C'est déjà une personne complète, vous savez, avec sa propre personnalité, des opinions bien définies sur ce qu'il veut et ne veut pas. Comme sa mère, alors, plaisanta Thomas, et pendant un instant, ils partagèrent un sourire complice qui rappelait les jours à Belle-Île-en-Mer. Quand Antoine commença à montrer des signes de fatigue, Sophie l'emmena dans la chambre, revenant quelques minutes plus tard pour trouver Thomas observant les photographies sur l'étagère, des images d'Antoine à différents moments, de Sophie avec ses élèves, de Monsieur Antoine et Madame Thérèse. « Vous avez construit une belle vie. » « Ici, commenta-t-il avec une note d'admiration dans la voix. « Oui, confirma Sophie. Elle n'est ni luxueuse ni extraordinaire, mais elle est authentique, elle est réelle. C'est plus que je ne peux dire de ma propre vie ces dernières années, confessa Thomas, revenant s'asseoir sur le canapé simple. Mais j'essaie de changer. » Cela. Le soleil de midi entrait par les fenêtres ouvertes, apportant l'arôme du jardin de Sophie, basilic, romarin et les roses que Monsieur Antoine avait insisté pour planter pour elle. Dans ce moment de quiétude, avec le son doux de la respiration d'Antoine venant du moniteur pour bébé, quelque chose d'indéfinissable changea entre eux. Pas une réconciliation complète, ni un pardon instantané, mais peut-être le début, d'une entente. « Puis-je revenir demain ?» demanda Thomas, se préparant à partir. « J'aimerais mieux le connaître, et vous aussi, si vous me le permettez. » Sophie hésita seulement un moment. « Oui, vous pouvez revenir. Mais Thomas, allons-y. Doucement, d'accord? Pour Antoine, et pour nous. Pour Antoine, convint-il, tenant brièvement la main qu'elle lui tendait. Et pour tout ce que nous pouvons encore être. » Tandis qu'elle observait Thomas marcher dans la rue tranquille de Cassis, Sophie ne put éviter la sensation qu'ils étaient au seuil de quelque chose de nouveau, pas un retour au passé compliqué qu'ils partageaient, mais peut-être le début d'un futur qu'aucun des deux n'avait imaginé quand ils avaient de signer ce contrat de mariage, tant de mois auparavant, sous l'ombre des dernières volontés de Madame Isabelle. L'automne transforma Cassis en une palette de doré et de rouge. Les matins devinrent plus frais, le ciel plus dramatique, avec des nuages denses qui occasionnellement déchargeaient des pluies rapides et intenses, laissant l'air avec ce parfum particulier de terre mouillée et de renouveau. Dans les 3 semaines qui suivirent les retrouvailles de Sophie et Thomas, une routine inattendue s'établit entre eux, non pas celle d'un couple réconcilié, mais celle de 2 personnes se redécouvrant mutuellement à travers le fils qu'ils partageaient. Thomas apparaissait tous les jours, généralement le matin, apportant de petits cadeaux pour Antoine, livres colorés, blocs de construction, instruments de musique jouets. Au début, le bébé l'observait avec la méfiance, naturelle de qui rencontre un étranger. Peu à peu, cependant, la réserve se transforma en curiosité et éventuellement en attente, le petit visage s'illuminant quand il entendait le coup familier à la porte. « Papa !» balbutia Antoine un certain matin, tendant ses petits bras en direction de Thomas qui venait d'arriver. « Il essaie de dire « papa » demanda Thomas à Sophie, une vulnérabilité rare transparaissant dans sa voix. « Je pense que oui, répondit-elle, observant comment Antoine se blottissait naturellement dans les bras de son père. Il est perspicace, il sent que vous appartenez à sa vie. Ces mots, vous appartenez, flottèrent entre eux comme une promesse non prononcée. Appartenir, c'était quelque chose que Thomas avait cherché toute sa vie, sans jamais l'admettre, même pour lui-même. Les jours prirent une cadence propre. Le matin, Thomas rendait visite à Antoine, l'emmenant parfois pour de petites promenades sur la place centrale de Cassis, toujours sous le regard attentif de Sophie, qui les accompagnait à une distance discrète. L'après-midi, pendant qu'Antoine dormait, Thomas retournait à son bureau à la Ciotat, se connectant avec le monde corporatif qui maintenant semblait aussi distant que Paris.
Par un après-midi particulièrement beau, alors qu'il marchait le long de la côte après un déjeuner partagé dans la petite maison bleue, Thomas surprit Sophie avec une révélation. « J'envisage de transformer le refuge Isabelle en une fondation éducative officielle », commenta-t-il en observant Antoine jouer avec le sable de la plage. « Quelque chose qui pourrait grandir, se répliquer dans d'autres régions, toucher plus d'enfants. »« Ce serait un bel hommage à votre grand-mère », répondit Sophie, sincèrement touchée par l'idée. Elle a toujours cru au pouvoir transformateur. « À de l'éducation. J'aimerais que vous y participiez, » continua Thomas, la fixant avec intensité. « Pas comme employée ou consultante, mais comme partenaire. Personne ne comprend mieux les projets éducatifs innovants que vous. » L'invitation résonna chez Sophie de manière contradictoire. D'un côté, la possibilité d'élargir l'impact de son travail, de toucher la vie de plus d'enfants, était tentante. De l'autre, l'accepter signifierait se reconnecter au monde, vaillant quelque chose qu'elle avait délibérément laissé derrière elle. « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant », ajouta Thomas, percevant son hésitation. « C'est juste une idée. Mais pensez-y, s'il vous plaît. » Ce soir-là, après avoir couché Antoine, Sophie s'assit sur la véranda de sa maison, contemplant les étoiles qui se détachaient dans le ciel clair. La proposition de Thomas avait éveillé quelque chose qu'elle avait essayé d'ignorer ces dernières semaines, le fait que malgré toute sa détermination à rester indépendante, leur vie était inévitablement entrelacée à travers Antoine. Plus que cela, la présence constante de Thomas dissolvait graduellement les barrières qu'elle avait érigées contre lui, contre les sentiments qu'elle répugnait à admettre. Le lendemain matin, pendant qu'elle préparait le café, elle fut surprise par l'arrivée inattendue de Josette, accompagnée par Dr Chastain, l'avocat personnel de Madame Vaillant. « Pardonnez la visite sans préavis », s'excusa l'avocat, après les présentations et les accolades chaleureuses. « Mais le sujet qui m'amène est urgent et implique non seulement vous, mais aussi Thomas. Il viendra dans moins d'une heure, » informa Sophie, leur indiquant le canapé du salon. « Pouvons-nous l'attendre ? Antoine dort encore. » Dr Chastain acquiesça, acceptant la tasse de café qui lui était offerte. Josette, pendant ce temps, s'émerveillait des changements dans l'apparence de Sophie, la sérénité dans son regard, la légèreté dans ses mouvements, comme si elle avait trouvé un équilibre qui lui avait échappé à Paris. Cassis. « Vous a fait du bien », commenta la gouvernante, tenant les mains de Sophie entre les siennes. « Vous êtes radieuse. » Quand Thomas arriva précisément à 10 heures, son expression de surprise en voyant Josette et Dr Chastain se transforma rapidement en préoccupation. « Est-il arrivé quelque chose à Paris ?» demanda-t-il, après avoir embrassé Josette, avec une affection inhabituelle. « D'une certaine façon, oui, » répondit Dr Chastain, sortant un dossier de sa mallette. « Il s'agit de la conclusion du testament de Madame Vaillant. Comme vous le savez, les conditions principales ont déjà été remplies. Le mariage réalisé, la période minimale respectée. Les actions de l'entreprise ont été transférées à Thomas, comme stipulé. Cependant, il y avait une clause additionnelle, scellée, qui ne pouvait être ouverte que lorsque deux conditions seraient satisfaites: la naissance d'un héritier et la réunion de la famille après une période de séparation. Comment pouvait-elle savoir? Commença Thomas, perplexe. « Votre grand-mère était une femme extraordinaire, » interrompit Josette avec un sourire énigmatique. Elle voyait plus loin que nous tous. Dr Chastain ouvrit le dossier, en retirant une enveloppe scellée avec le blason de la famille Vaillant. Ceci est le document final, écrit par Madame Vaillant elle-même. Elle m'a demandé de vous le lire personnellement quand le moment viendrait. À cet instant, les pleurs d'Antoine résonnèrent depuis le moniteur pour bébé. Sophie se leva pour aller le chercher, revenant quelques minutes plus tard avec le bébé somnolent dans les bras. Thomas tendit automatiquement les bras et, Antoine, le reconnaissant, passa joyeusement dans les bras de son père. La scène, Thomas tenant son fils avec naturel, Sophie assise à ses côtés sur le canapé, Josette observant avec une approbation maternelle, semblait être la personnification exacte de ce que Madame Vaillant avait visualisé, pensa Dr Chastain en ouvrant l'enveloppe scellée. « Mes chers Thomas et Sophie, » commença la lecture. « Si vous entendez ces mots, c'est que mes espoirs les plus profonds se sont réalisés. Vous n'avez pas seulement rempli les conditions formelles de mon testament, mais vous avez trouvé quelque chose de bien plus précieux en cours de route, une connexion authentique,
scellé par la naissance d'une nouvelle génération de la famille Vaillant. Thomas et Sophie échangèrent des regards surpris. Comment Madame Vaillant aurait-elle pu anticiper avec une telle précision le cours de leur vie? « Je vous demande pardon pour la manipulation », continuait la lettre. « Utiliser un testament pour forcer une union peut sembler cruel, ou même désespéré. C'est peut-être les deux. Mais connaissant mon petit-fils comme je le connais, sa tendance à se cacher derrière des murs d'isolement, sa méfiance apprise d'un père qui a confondu dureté et force, je savais que seules des circonstances extraordinaires pourraient l'obliger à s'ouvrir à l'amour véritable. Antoine, comme s'il sentait l'importance du moment, restait extraordinairement calme dans les bras de son père, les petits yeux attentifs alternant entre les visages des adultes autour de lui. Et Sophie, poursuivit Dr Chastain, dès notre première rencontre, j'ai reconnu en vous la combinaison rare de fermeté et de compassion dont mon petit-fils avait désespérément besoin. Non pour le réparer, aucun être humain ne peut ou ne doit en réparer un autre, mais pour lui montrer, par votre exemple, qu'il existe de la force dans la vulnérabilité, du pouvoir dans la gentillesse. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Sophie. À ses côtés, Thomas restait immobile, excepté la main qui caressait instinctivement le dos de son fils. Maintenant, nous arrivons à la partie finale de mon plan, ou peut-être est-il plus approprié de l'appeler mon rêve pour vous. Les actions du groupe Vaillant ont été transférées à Thomas, comme promis. Cependant, je laisse également une propriété à Cassis que j'ai acquise secrètement il y a des années, anticipant ce moment. Une maison au bord de la mer, pas très loin d'où vous êtes probablement maintenant, avec suffisamment d'espace pour une famille, un studio de musique et un jardin où des enfants peuvent grandir libres. Josette sourit, comme si elle confirmait une connaissance longtemps gardée. Dr Chastain sortit du dossier une enveloppe plus petite, la remettant à Thomas. L'acte de propriété est au nom de vous deux, Thomas et Sophie, comme symbole du partenariat que j'espère que vous avez construit. Mais il y a une condition finale. La propriété ne peut être habitée que si vous choisissez tous deux librement de rester ensemble. Pas par obligation, pas pour le bien d'Antoine, pas pour ma mémoire, mais parce que vous avez trouvé l'un dans l'autre ce que j'ai trouvé dans mon Auguste. Un foyer pour l'âme. Dr Chastain fit une pause, tournant la page pour lire le paragraphe final. Si vous choisissez des chemins séparés, la propriété sera convertie en une extension. Du refuge Isabelle, un espace éducatif pour les enfants de la région. Il n'y a pas de mauvais choix ici, seulement celui qui sera vrai pour vous. Ceci est mon véritable héritage, mes chers. Non pas l'empire financier, non pas les propriétés ou le nom Vaillant, mais la liberté de choisir l'amour au-dessus de toutes les convenances et conventions, avec une éternelle affection, Isabelle. Le silence qui suivit la lecture avait une qualité presque sacrée. Dehors, la mer murmurait contre le sable, des oiseaux chantaient dans les branches des arbres fruitiers, la vie continuait son cours imperturbable. Elle avait tout planifié, murmura finalement Thomas, la voix émue. Depuis le début. Pas tout, corrigea Josette gentiment. Elle a créé des opportunités, ouvert des portes, mais les choix étaient les vôtres. L'amour qui a grandi entre vous, cela, même Madame Isabelle ne pouvait pas le planifier. Docteur. Chastain se leva, rassemblant ses documents. Ma tâche est accomplie. L'acte de propriété est en ordre. La propriété vous attend quand vous serez prêt. Si vous me permettez un conseil personnel, ne décidez rien maintenant. Réfléchissez, discutez, donnez du temps au temps. Après le départ de Dr Chastain et Josette, cette dernière promettant de revenir bientôt pour une visite plus longue, Sophie et Thomas restèrent dans le salon, Antoine jouant maintenant sur le tapis entre eux, ignorant la tempête émotionnelle qui se déroulait. Donc, commença Thomas, hésitant, que pensez-vous que nous devrions faire? Sophie le regarda, vraiment regarda, au-delà de l'apparence impeccable, au-delà du nom et de la fortune, au-delà du passé. Partagée, elle vit l'homme qui avait émergé graduellement ces dernières semaines. Un père dévoué, apprenant jour après jour l'art de prendre soin. Un exécutif qui commençait à questionner les valeurs qui avaient guidé sa carrière. Un être humain cherchant à se reconnecter avec des parties de lui-même longtemps négligées. Je crois que nous connaissons déjà la réponse, répondit-elle doucement. Nous avons juste besoin d'avoir le courage de l'admettre. Cet après-midi-là, ils marchèrent ensemble jusqu'à la plage, Antoine entre eux, tenant les mains des deux, faisant des pas hésitants dans le sable tiède.
Ils observèrent le soleil commencer sa descente vers l'horizon, teintant le ciel et la mer de tons orangés. « Vous souvenez-vous de notre dernière nuit à Belle-Île-en-Mer » demanda Thomas, brisant un long silence contemplatif. Avant l'appel du conseil, avant que tout ne tourne mal, Sophie acquiesça. Comment pourrait-elle oublier? Ils avaient marché sur la plage, comme maintenant, mais main dans la main, les barrières entre eux momentanément dissoutes par le clair de lune et le son des vagues. Cette nuit-là, j'ai pensé à dire quelque chose, continua-t-il. Quelque chose qui m'effrayait, quelque chose que je n'avais jamais dit à personne auparavant. Et qu'était-ce? Demanda Sophie, le cœur s'accélérant involontairement. Thomas s'arrêta de marcher, se baissant pour prendre Antoine dans ses bras. Avec son fils en sécurité dans un bras, il tendit sa main libre à Sophie qui l'accepta après un moment d'hésitation. « Que j'étais en train de tomber amoureux de vous, » répondit-il simplement. « Pas de la Sophie du contrat, pas de la professeure, que ma grand-mère avait choisie, mais de la femme que j'ai connue ces jours-là, courageuse, intègre, capable de voir au-delà des apparences. » La confession flotta entre eux, portée par le vent doux de l'après-midi. Antoine, comme s'il sentait l'importance du moment, resta calme, appuyant sa petite tête sur l'épaule de son père. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit ?» demanda Sophie. « Finalement, parce que j'ai été lâche, parce que j'ai passé ma vie à croire que les sentiments étaient des faiblesses à surmonter, pas des forces à cultiver. Et puis est venu cet appel, l'urgence dans l'entreprise, l'opportunité parfaite pour reculer vers le territoire sûr de l'homme qu'on m'a appris à être. » Sophie absorba ces paroles, reconnaissant leur sincérité, la vulnérabilité rare qu'elles représentaient venant d'un homme comme Thomas Vaillant. « Et maintenant » demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Maintenant je le dis » répondit-il, serrant sa main plus fermement. « Je dis que je ne veux pas seulement rendre visite à Antoine tous les matins, je ne veux pas seulement financer des fondations éducatives ou assister à des événements scolaires comme le père divorcé. Je veux une seconde chance, pas au mariage de contrat que nous avons eu, mais à quelque chose de réel, construit jour après jour, choix après choix. » Antoine, comme s'il comprenait le poids de ce moment, tendit une petite main pour toucher à le visage de sa mère, créant une connexion physique entre les trois. « Ce ne sera pas facile, » avertit Sophie, bien que son cœur connût déjà la réponse qu'elle donnerait. « Vous avez passé toute votre vie à être une certaine personne. On ne change pas du jour au lendemain. Je ne promets pas la perfection, convint Thomas. Je promets l'effort, l'engagement, la détermination d'être non seulement l'homme que mon père a voulu que je sois, mais l'homme que ma grand-mère savait que je pouvais être, l'homme qu'Antoine mérite comme père, l'homme que vous pourriez peut-être aimer un jour. » Les derniers mots furent prononcés presque comme une question, la vulnérabilité de Thomas jamais aussi évidente que dans ce moment, avec son fils dans les bras et le cœur exposé. Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. Non pas des larmes de tristesse ou de confusion, mais de reconnaissance, du chemin parcouru, des leçons apprises, des possibilités qui s'ouvraient maintenant devant elle. « J'aime déjà cet homme, » répondit-elle simplement. « C'est pourquoi ? Ça a fait si mal quand il a disparu à Paris. Le soleil touchait l'horizon maintenant, créant un spectacle de couleurs dans le ciel. Antoine, fatigué de la solennité des adultes, commença à s'agiter dans les bras de son père, montrant du doigt les mouettes qui survolèrent la plage. « Je crois que nous avons une maison à visiter, » dit Thomas, souriant à son fils, puis à Sophie. « Une maison au bord de la mer avec de l'espace pour un studio de musique et un jardin où des enfants peuvent grandir libres, » compléta-t-elle, lui rendant son sourire. Le jour suivant, accompagnés par Dr Chastain, ils visitèrent la propriété laissée par Madame Vaillant, une maison spacieuse de style méditerranéen, avec de larges vérandas face à la mer, des chambres aérées et, comme promis, un studio de musique complètement équipé. Dans le jardin arrière, un micocoulier identique à celui de l'école où ils s'étaient retrouvés semblait leur souhaiter la bienvenue. « Elle a pensé à tout », commenta Sophie, émerveillée par l'attention aux détails. « Ma grand-mère a toujours cru que l'environnement façonne la personne », répondit Thomas, observant le piano à queue dans le studio, le même modèle qu'il avait joué dans son enfance. Cette maison n'a pas été conçue pour le PDG du groupe Vaillant, mais pour le garçon qui aimait la musique et rêvait des océans. Le déménagement se fit graduellement, au cours des semaines suivantes. Sophie conserva son travail à l'école de cassis,
collaborant maintenant aussi avec Thomas au développement du projet de la Fondation Isabelle Vaillant, qui étendrait le modèle du refuge à d'autres régions du pays. Antoine, ignorant les complexités du monde adulte, s'adapta rapidement au nouveau foyer, enchanté par l'espace à explorer et la présence constante de ses deux parents. Un samedi après-midi, 6 mois après leurs retrouvailles à Cassis, ils organisèrent une petite cérémonie dans le jardin de la nouvelle maison. Non pas un mariage officiel, puisque légalement ils étaient encore mariés, mais un renouvellement de vœux. Cette fois, il n'y avait pas de contrat, de clause ou d'attentes externes. Seulement Sophie et Thomas, Antoine dans les bras de Josette et un petit groupe d'amis comme témoins. Monsieur Antoine et Madame Thérèse, Marguerite, Docteur Chastain et quelques enfants du projet éducatif. La première fois, nous nous sommes mariés par obligation, dit Thomas, tenant les mains de Sophie devant la petite assemblée. Aujourd'hui, je choisis de le faire par amour, et je choisis tous les jours, pas seulement maintenant. La première fois, nous étions des étrangers interprétant des rôles, répondit Sophie émue. Aujourd'hui, nous sommes des partenaires écrivant notre propre histoire, chapitre par chapitre. Les alliances qu'ils échangèrent étaient simples, sans ostentation, l'antithèse des anneaux élaborés qu'ils avaient portés pendant le mariage de contrat. Et quand Antoine, dans les bras de Josette, tendit ses petits bras voulant participer au moment, ils formèrent une étreinte à trois qui scella non seulement leur union, mais le véritable héritage de Madame Vaillant, la redécouverte de l'amour comme force transformatrice. Dans les années qui suivirent, la maison au bord de la mer devint non seulement le foyer de la famille Vaillant-Durand, Sophie avait tenu à garder son nom et Thomas avait respecté sa décision, mais aussi le centre opérationnel de la Fondation Isabelle, qui s'établit rapidement comme référence en projets éducatifs innovants dans tout le pays. Thomas resta impliqué dans le groupe Vaillant, mais d'une façon radicalement différente, déléguant la gestion quotidienne à des exécutifs de confiance, tout en dirigeant ressources et influences vers des initiatives socialement responsables. Les voyages à Paris devinrent de plus en plus rares, limités aux réunions du conseil et aux événements corporatifs essentiels. En compensation, les voyages au refuge Isabelle se multiplièrent. Antoine, qui fut bientôt accompagné par une sœur Isabelle, en hommage à son arrière-grand-mère, grandit entre Cassis et Belle-Île-en-Mer, absorbant le meilleur des deux mondes, la simplicité de la vie côtière et le privilège d'une éducation large et humaniste. Un après-midi particulier, quand Antoine eut 5 ans, Thomas le trouva dans le studio de musique, pianotant expérimentalement sur les touches du piano, avec une concentration impressionnante pour son âge. « Tu veux apprendre à jouer vraiment ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté de son fils sur le banc. Les yeux d'Antoine, les mêmes yeux vaillants, intenses et perspicaces, s'illuminèrent d'expectative. « C'est toi qui vas m'apprendre, papa ?»« Nous allons apprendre ensemble, » répondit Thomas, positionnant les petits doigts de son fils sur les touches. « Moi aussi, je suis en train de réapprendre. » De la porte du studio, Sophie observait la scène avec le cœur débordant de gratitude, non seulement pour la famille qu'ils avaient construite, pour l'amour qui avait fleuri dans les circonstances, les plus improbables, mais pour le voyage qui les avait amenés jusque-là. Un voyage qui avait commencé avec un testament inhabituel et culminé dans la découverte du véritable sens de l'héritage. Non pas des entreprises ou des fortunes, mais des choix conscients, des connexions authentiques et le courage de se réinventer à chaque nouveau lever de soleil. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie et Thomas a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Trouvez-la ici sur le côté gauche de l'écran. Si vous avez aimé cette narration sur les recommencements, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre pouce en l'air sur la vidéo. Tous les jours, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité